Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Monsieur Perrier et Monsieur Hénaud. Donc, je suis Stécie Algrin, étudiante en Master 1 en politique environnementale à Sciences Po Paris. Et je suis également la fondatrice de Penser l'après, donc la série de webinaires que vous êtes en train de regarder. Cette série de webinaires, elle a un objectif, c'est d'inviter les acteurs du changement, mais également des experts dans votre salon. On se retrouve donc ce soir pour ce 6e épisode, une série qui est dédiée au Covid-19. Le but, c'est vraiment d'imaginer, de penser, mais surtout anticiper ce que sera le monde d'après. Donc, jeudi, vous avez pu me retrouver dans un cadre un peu particulier, puisque c'était, comme j'ai pu le mentionner, un épisode hors série, en partenariat avec Sciences Po Environnement. On a accueilli Yann Laurence et Brigitte Gauthier, donc, qui nous ont tous les deux parlé de l'élevage de demain. Et ce soir, on revient un peu au cœur de mon projet, qui est l'après-Covid-19, avec donc, deux représentants de l'Institute for Climate Economics. Donc, vous avez récemment co-rédigé un rapport intitulé Comment la transition écologique pourrait contribuer à la sortie de crise. Un rapport qui est vraiment en phase avec la situation actuelle et avec mon projet. Donc, je me suis dit que ce serait une bonne chose de vous inviter pour nous en toucher un mot et nous en parler, surtout de ces propositions phares que vous avez pu énoncer dans votre projet. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir accepté cette invitation, de venir avec nous pour échanger et surtout inventer le monde de demain. Le format de cette série, comme toujours, 45 minutes d'échange sur la base des questions que j'ai préparées. Et ensuite, pendant 30 minutes, ce sont les participants qui auront la main. Ils vont pouvoir nous poser des questions avec l'onglet questions-réponses juste en bas. Et ils pourront également voter pour les questions qu'ils trouvent les plus pertinentes. Voilà, ce sera un peu le déroulé. Je vais maintenant vous inviter à vous présenter et je vous laisse la parole. Avec plaisir. J'ai cru comprendre que le micro d'Adrien est coupé. C'est à vous de le débloquer. Voilà. Moi, ça... Hello. C'est bon. Non, c'est la parole. Vas-y, Quentin. Ok, bon alors, donc, Quentin Perrier, je suis chercheur à l'Institut de l'économie pour le climat avec mon collègue Adrien. On est chercheur sur tout ce qui est politique climatique et notamment au sens d'atténuation, réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, au sein de l'Institut pour le climat, on réfléchit à quelle politique on pourrait mettre en œuvre pour accélérer la transition de longue date. Et notamment, on a publié une note récemment qui s'inscrit dans le cadre post-Covid, comment préparer le monde de demain, puisqu'il s'agit de réfléchir comment on pourrait investir en faveur du climat pour sortir de la crise. Alors, on ne dit pas que le climat suffira, mais ça pourrait être un volet du plan de relance, si plan de relance il y a. Et ça, en fait, on a publié ça assez rapidement parce que ça s'inscrit sur des travaux qui sont menés de longue date à l'Institut de l'économie pour le climat. On dit aussi parfois I4C ou I4CE. Voilà, ça s'écrit I4CE, il y a en anglais on dit I4C, donc ne soyez pas surpris, tout ça c'est la même chose. Et ça s'appuie sur des travaux qui sont menés de longue date par Adrien au sein de l'Institut, qui s'appelle le panorama des financements climat. Adrien, je pense que tu leur parleras mieux que moi. Bonjour à tous, donc, moi je suis Adrien Hénaud, je travaille à I4C depuis 2015 et je suis en charge d'une étude qui s'intitule le panorama des financements climat. I4C, peut-être pour bien situer, c'est un think tank, donc un laboratoire d'idées qui a été fondé en 2015 par la Caisse des dépôts et l'Agence française de développement, deux banques publiques. On a été rejoint depuis par la Banque de France, par l'ADEME, par l'Institut Louis Bachelier, la Caisse des dépôts et gestion du Maroc, toutes sortes d'institutions qui ont en commun une préoccupation importante sur l'intérêt général, l'investissement et la finance, et le climat maintenant qui devient pour toutes ces institutions un enjeu important. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là qu'on mène nos travaux. On est sous le format d'une association à but non lucratif. Très bien, je vous remercie pour ces présentations. On comprend un peu mieux ce que vous faites au quotidien et notamment la mission de I4CE. Alors pour revenir un peu au rapport que vous avez publié, vous avez mentionné en fait plusieurs leviers qui pourraient être mobilisés au cœur même des politiques publiques. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, énoncer ces leviers qui pourraient être mobilisés justement ? Adrien, tu prends ? Oui, je peux peut-être présenter un peu ça. Alors, il faut se rendre compte que quand on a commencé la période de confinement, il y a eu plusieurs prises de conscience successives, celles qu'on avait devant nous une période de bousculade économique importante, probablement d'une forme de crise économique qui était en train de se développer, et par rapport à ça,
la réponse un peu traditionnelle des États est de monter un plan de relance avec des mesures généralement fiscales et des mesures d'investissement public massives. Et donc, on s'est dit qu'il était opportun d'attirer l'attention sur le rôle du climat et le rôle que pouvait jouer l'action climatique dans cette relance. Donc, le papier qu'on a présenté à cette occasion est à comprendre dans ce contexte, celui d'un possible plan de relance, de mesures de sortie de crise qui n'étaient pas connues à l'époque et qui, on l'espérait, pouvaient s'organiser autour d'un document qui existait déjà avant la crise, qui s'appelle la Stratégie nationale bas carbone, qui définit pour le pays des grandes orientations en matière de lutte contre le changement climatique. Donc, le propos dans ce papier, c'était d'expliquer que la lutte contre le changement climatique a des avantages non seulement écologiques, ça c'est certain, mais aussi économiques et en termes de santé, des sujets qui sont importants aujourd'hui, que du coup ça pouvait participer d'un plan de relance plus général de l'économie. En revanche, le papier qu'on a présenté, ça n'est pas la prétention qu'à lui tout seul, le climat ou l'action climatique redresse l'économie de la situation qu'elle connaît aujourd'hui, ni même ne met fin à la crise sanitaire. C'est pour ça que ce qu'on présente, ce sont des points de repère pour un débat qui a lieu aujourd'hui, qui doit déboucher peut-être dans les prochains mois, mais surtout dans la seconde moitié de l'année, sur des mesures de redressement, mais qui viendront après l'essentiel de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire la gestion du confinement, les mesures économiques d'urgence, qui, elles, sont très orientées sur le court terme. Donc, c'était une façon de préparer le débat sur la suite. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner une des mesures phares que vous proposez en termes de mobilité peut-être ou sur le logement? Il faut avoir en tête que le scénario d'action climatique nationale qui est décrit dans la stratégie nationale bas carbone, il reposait essentiellement sur l'adoption d'un outil économique qui est une sorte de couteau suisse de l'arsenal des pouvoirs publics, qui est la hausse de la composante carbone du prix des énergies. Donc, plus traditionnellement, le prix du carbone ou la taxe carbone, c'est comme ça qu'on l'appelle. Cet instrument, dans la conception de la stratégie, c'est celui qui déclenche le plus de réactions de la part des ménages, des entreprises, même des collectivités, qui, face à une énergie plus chère, et notamment des énergies fossiles plus chères, se mettent à investir dans la bonne direction, soit pour économiser l'énergie, soit pour la remplacer par des énergies renouvelables, soit pour même mettre en place des mesures de sobriété lorsque c'est intéressant. En réalité, cette trajectoire-là, on a vécu un épisode très compliqué en 2018 autour de la hausse de cette composante carbone. On a eu une crise sociale majeure qui a abouti à la conclusion que ce n'était pas un outil qu'on souhaitait explorer plus longtemps dans le pays, en tout cas pas tout de suite. Et donc, la version de la stratégie dont on dispose aujourd'hui nous dit que d'autres mesures doivent être mises en place pour aboutir aux mêmes effets. C'est sur ces autres mesures qu'on a essayé de travailler. Et donc, on les a constituées en un bouquet de 5 grands axes qu'on peut décliner ensuite d'un secteur à l'autre. Dans ce bouquet, il y a des investissements publics et des cofinancements publics. Investissement public, ça signifie là où les pouvoirs publics, l'État, les collectivités possèdent des équipements, donc des bâtiments, des parcs de véhicules, des parcs d'infrastructures. C'est à eux de prendre la décision d'investir sur leurs fonds. C'est une décision d'investissement qui est déjà programmée aujourd'hui, mais dont on imagine qu'elle va se rehausser dans le futur proche. Des cofinancements publics, c'est ce qu'on entend le plus souvent par les subventions, les prêts aidés que les pouvoirs publics peuvent faire pour inciter les entreprises et les ménages à agir. Donc, c'est plus traditionnellement ce qu'on a sous forme de crédit d'impôt dans le domaine du logement ou dans le domaine des entreprises. Ça peut être des certificats qui sont accordés aux entreprises qui ont fait des travaux, qu'elles peuvent ensuite revendre à des obligés comme les fournisseurs d'énergie. Donc, ça, ensemble, c'est l'impulsion d'argent public. Derrière, le troisième élément du bouquet des 5, c'est des obligations de travaux et de mise en œuvre. Parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les incitations ne suffisent généralement pas et que pour beaucoup de secteurs, les bascules vers des opérations massives ne s'organisent que s'il y a une notion que ce sont de toute façon des travaux obligatoires, que ça devient la norme et non plus simplement une option. Et donc, la norme dans la décennie qui va venir, ce sera la rénovation de tous les logements, à commencer par ceux qui sont transférés au moment des mutations, avec éligibilité aux subventions. C'est pour ça que les mécanismes fonctionnent ensemble. Et c'est aussi des obligations, par exemple, de déploiement des itinéraires cyclables en centre-ville. On voit aujourd'hui quelques grandes villes qui sont volontaires pour le faire, mais à terme, on imagine que ça va devenir la norme. Enfin, 2 outils, mais qui sont volontairement placés un peu en queue de peloton.
L'outil numéro 4 dans les différents secteurs, ce sont des outils financiers, c'est essentiellement des capacités d'emprunt, parce qu'on estime qu'aujourd'hui, ce n'est pas tellement ce côté-là qu'il y a de grandes choses à faire. On est dans une situation où la plupart des projets des projets bien conçus, des projets économiquement rentables trouvent leur argent. Et donc, à part allonger encore un petit peu les durées de prêt pour permettre à certains acteurs et certains projets de démarrer sans trésorerie, on voit mal comment proposer de ce côté-là des choses tout à fait radicales. Le dernier, qui lui est listé là plus parce que c'est un outil qui n'a presque rien à voir avec le financement, mais qui est absolument essentiel, c'est l'accompagnement technique et le conseil. La plupart des projets de transition énergétique, que ce soit les rénovations, la construction d'installations d'énergie renouvelable, le déploiement des infrastructures cyclables en ville, ont en commun de ne pas être des projets faciles à entreprendre d'un point de vue technique. Il faut bien s'y retrouver dans les options, dans les propositions et dans leur analyse d'impact. Ce sont souvent des projets assez compliqués. Et donc, délivrer des soutiens à la conception technique, que ce soit du conseil aux ménages pour constituer leur projet de rénovation, que ce soit aux collectivités, leur donner un aperçu des consommations d'énergie de leur parc de bâtiments, leur permettre de compter sur les experts de l'ADEME pour les orienter là-dessus. Ça nous paraît absolument essentiel et donc on propose que ce soit on va dire, attaché systématiquement aux outils financiers et qu'il y ait une partie du financement public, une partie assez marginale mais assez cruciale aussi, qui soit dédiée au financement de cet accompagnement-là, c'est-à-dire payer les experts, payer les études qui permettent de concevoir des projets qui tiennent la route. Alors, vous avez mentionné à plusieurs reprises la stratégie nationale bas carbone. Mais le petit problème qui a été avancé par beaucoup d'experts aujourd'hui, c'est qu'elle a été pensée dans une situation en croissance où on avait une économie qui se portait bien, où on pouvait se permettre de faire des investissements. Est-ce qu'aujourd'hui, elle doit être repensée, réaménagée, ou est-ce qu'elle va être tout simplement mise en stand-by en quelque sorte? Alors, c'est sûr qu'elle a été pensée dans le monde d'avant, et là, on pense au monde d'après. Alors, juste pour compléter ce que disait Adrien juste avant, nous, on a dans ce plan de relance version 1, on identifiait 3 grands secteurs dans lesquels il faudrait mettre en œuvre une transition. C'est la rénovation des bâtiments, qu'ils soient privés ou tertiaires, les transports, donc là, transport en commun, transport ferroviaire, cyclable ou véhicule bas carbone, et l'énergie. Donc, pour donner un peu les trois grands axes de cette V1. Alors là, tout ça est basé sur la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, qui donne un cap. Elle donne vraiment un cap à long terme. Elle a été construite, elle a mis beaucoup de temps à être construite, avec beaucoup de concertation avec les acteurs, avec beaucoup de modélisation aussi pour comprendre toutes les contraintes, pour réussir à faire tenir tout ça ensemble, parce que viser la neutralité carbone, c'est loin d'être aisé. Et donc nous, on pense au contraire que cette stratégie nationale bas carbone, ça reste la boussole à tenir. Alors après, je comprends bien la question qui est oui, mais aujourd'hui, on a peut-être moins d'argent, on a des contraintes aussi sur la taxe carbone, on a beaucoup de nouvelles contraintes. Et finalement, la stratégie nationale bas carbone n'est pas si précise que ça sur les outils pour atteindre cet objectif. Les outils vont plutôt être déclinés soit dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, soit dans des lois, dans des programmes spécifiques. Donc, la stratégie reste valide à mon sens, elle reste le cap. Après, les outils, il va falloir faire preuve de créativité, effectivement. La taxe carbone semble gelée à court et moyen terme, très clairement, mais il y a d'autres outils qui existent. Moi, je parle beaucoup du bonus-malus en ce moment, que ce soit pour les véhicules ou pour même d'autres outils. Et tout ce qui va être soutien financier, tout ce qui va être formation. Donc, il y a plein d'autres choses sur lesquelles agir, mais la stratégie reste le cap. Adrien, je suis sûr que tu as envie de compléter là-dessus, toi qui es un expert de cette SNBC. Micro coupé. Merci. Peut-être un point important pour bien entrevoir comment cette stratégie fonctionne aujourd'hui. Elle est construite autour d'une hypothèse initiale, complètement nominale, d'un PIB qui augmente de 1,5% par an. C'est ça la conception croissance de cette stratégie. Mais il y a déjà quelque chose de paradoxal, c'est que dans le scénario qui est pris en compte par cette stratégie, sur lequel elle est construite, la demande pour les services énergétiques, c'est-à-dire les mètres carrés de logements à chauffer, le nombre de kilomètres parcourus par les véhicules, la consommation d'électricité au global, tout ça a tendance à plafonner, même dans le scénario sans mesures supplémentaires.
pourquoi finalement est-ce qu'il y a ce découplage? Parce que soit les concepteurs des silos techniques de la stratégie de chaque secteur ne croyaient pas vraiment que le PIB allait croître de 1,5% par an, parce que même au moment où on rédigeait cette stratégie, ça paraissait déjà une hypothèse assez forte, ou alors qu'on suivait qu'il y avait déjà un certain nombre de mécanismes en place dans le pays qui limitaient la façon dont cette croissance se traduit en besoins énergétiques. Donc, quelque part, les concepteurs de la stratégie avaient très fortement en tête l'idée que le découplage entre le PIB et la consommation d'énergie ou les émissions de CO2 était quelque chose de réel dans le pays. Alors ça, c'est quelque chose d'assez contesté au global. Il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord sur la notion qu'il peut y avoir ce découplage et d'autres qui considèrent qu'il va se produire. Et c'était déjà un petit peu à la base de la stratégie. Aujourd'hui, en période de crise, il y a des nouveaux phénomènes qui se produisent autour de ça. D'une part, il y a une baisse de la demande liée à la partie vraiment crise économique qui entraîne généralement à la baisse les émissions de gaz à effet de serre. Sauf que les secteurs dans lesquels on a des besoins énergétiques et des besoins d'utilisation des énergies fossiles sont souvent des secteurs assez essentiels. Donc en proportion, ils se maintiennent. Le PIB diminue, mais la consommation d'énergie pour se chauffer, pour se véhiculer, elle a tendance généralement à se maintenir. De plus, comme on arrête généralement d'investir en période de crise, les parcs d'équipements sur lesquels on se repose pour ces services, le parc de bâtiments, le parc des véhicules, se met à vieillir, puisqu'on ne le renouvelle plus, on n'achète plus de nouveaux équipements, on arrête de moderniser, de gagner en efficacité énergétique. Et parce qu'aussi les solutions bas carbone qu'on envisage en temps normal dépendent souvent de l'investissement, notamment l'investissement public. Donc, par exemple, les transports en commun, généralement, on arrête d'en construire après les crises économiques. Et ça veut dire que la propension à consommer les énergies fossiles continue de s'accroître. Et enfin, on voit les gouvernements dans certains pays réagir à la situation de crise par l'allègement des exigences environnementales en disant puisqu'il est de toute façon difficile de produire en ce moment, autant relâcher la pression sur les émissions, sur les normes environnementales. Et donc, avec ces trois phénomènes, en situation de crise, en fait, on a plutôt un accroissement de l'intensité énergétique du PIB, même si on est en période de récession. Et donc, pour nous, ce scénario, qui est un peu un mauvais scénario du point de vue du climat, c'est celui-là contre lequel on veut sécuriser une partie des investissements à faire dans les prochaines années. Donc, on essaye de se placer en réaction par rapport à une tendance qui va être plutôt de se replier sur un parc d'équipements acquis, qui va le laisser vieillir, dont les émissions vont devenir lourdes et problématiques, et ne pas attendre le retour du beau temps pour s'occuper de la modernisation de ces équipements-là. Quentin veut ajouter quelque chose? Non? Je passe donc à la prochaine question. Dans l'une de ses interviews, Cédric Durand dit « Le pire serait de poursuivre dans cette voie d'un sauvetage uniforme de l'économie, les pouvoirs publics venant épauler une hégémonie financière chancelante. » Vous avez mentionné un peu cette situation qu'on retrouve en temps de crise. Est-ce qu'on peut craindre qu'on reproduise les mêmes erreurs qu'on a pu déjà mettre en place suite à la crise de 2008 ? Alors, c'est une vaste question, la question de l'hégémonie financière. Je ne sais pas si je vais réagir dessus. Je vais plutôt réagir sur le parallèle avec la crise de 2008, puisque c'était ça qui était fait. Alors oui, on a beaucoup parlé au début de la crise de 2008 en disant qu'il ne faut surtout pas reproduire les erreurs de 2008. Et effectivement, il y a un rapport de la Cour des comptes qui analyse en détail ce qui a été fait en 2008 et qui est assez instructif, qui montre que finalement, la relance qu'on avait faite à ce moment-là était de l'ordre de 1% du PIB, donc presque un peu plus faible que dans les autres pays européens, en tout cas plutôt dans les clous, mais un peu plus faible que les autres pays européens, et que c'était essentiellement du neutre. Il n'y avait pas grand-chose qui était fait en faveur du climat, et pas beaucoup non plus de choses qui étaient faites en défaveur du climat. Nous, notre position à l'Institut de l'économie, c'est que finalement, attention à ça, attention à faire si possible autant de verre que possible, à ne pas avoir des occasions manquées. Typiquement, en 2008, il y avait eu l'installation de la prime à la conversion des véhicules. Vous pouvez dire, si vous avez un vieux véhicule polluant, vous pouvez l'échanger contre un nouveau véhicule. Seulement, les critères étaient extrêmement peu restrictifs. Et donc, on pouvait échanger son vieux véhicule contre un nouveau véhicule qui restait assez polluant. Et ça, c'est typiquement le genre d'occasion manquée qu'il faudrait éviter. Et aujourd'hui, le contexte est quand même différent de 2008 pour au moins deux raisons, je dirais. La première, c'est qu'on a une taxonomie européenne
qui vient d'être publiée et qui est une vraie opportunité parce qu'elle définit qu'est-ce qui est favorable au climat, qu'est-ce qui est vert, avec des critères extrêmement précis. Elle va dire, voilà, pour les véhicules, c'est tel niveau d'émissions par kilomètre, pour l'agriculture, tel critère, pour le logement, tel critère, etc. Donc là, c'est vraiment un outil sur lequel on peut s'appuyer au niveau européen et national. Un autre élément, c'est qu'on a aujourd'hui en France une méthodologie de budget vert qui a été implémentée. C'est-à-dire que chaque année, le gouvernement maintenant passe le budget qui est voté au prisme du climat. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut mettre à profit pour vérifier qu'il n'y a pas trop de marron qui va se glisser dans le plan de relance, qu'il n'y aura pas trop de choses défavorables au climat. Et je dirais que le contexte est aussi vraiment différent. Finalement, il y a un troisième point, c'est que je pense qu'il y a une prise de conscience écologique. Alors, d'une part, sur le dérèglement climatique, avec le rapport du GIEC qui est sorti, et on a vu au municipal, et la prise de conscience s'accélère, et sanitaire, évidemment. Donc, je pense que ça fait 3 éléments qui expliquent que le contexte est différent que de 2008, qui permet d'espérer qu'on ne réitère pas les erreurs du passé et qu'on puisse en tirer les leçons. Et alors, au niveau de vos estimations pour ce plan de relance, à combien est-ce que vous l'estimez? Est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce qu'on peut savoir aussi d'où est-ce qu'on prendra ce budget? Parce qu'on investit beaucoup pour sauver l'économie actuellement, mais est-ce qu'on aura encore assez pour relancer tout ça de façon durable, en tout cas? Adrien, je vois que tu hoches la tête, tu commences? Il faut. On a fait quelques montants pour les secteurs dont nous parlons à partir de la SNBC. Alors, encore une fois, je rappelle que ce qu'on a publié là chez nous, ce n'est pas le plan de relance dans son ensemble, c'est la partie chirurgicalement dédiée au climat dans le plan de relance. Donc, ça représente une impulsion publique de 7 milliards d'euros supplémentaires par rapport au niveau actuel pour porter des investissements qui aujourd'hui sont autour de 32 milliards d'euros dans les domaines qu'on a étudiés, les amener autour de 50 milliards d'euros par an. Pour donner une idée, 20 milliards d'euros en plus, c'est à comparer avec une formation de capital brut, donc un investissement total dans le pays qui s'élève à 450 milliards d'euros. C'est encore des petites sommes, vous voyez, ce n'est pas le climat tout seul qui fait le redressement économique. Et 7 milliards d'euros, sur un an, c'est relativement peu. Dans le cadre effectivement des mesures d'urgence, l'État annonce des sommes beaucoup plus importantes tous les jours ou presque. Donc on n'est pas sur des montants extrêmement importants. Ce qu'on voit quand même, c'est que d'un pays à l'autre, au titre des mesures d'urgence économique, donc le chômage partiel, les prêts d'urgence aux entreprises, la prise en charge de la garde d'enfants, ce type de mesures-là, les États européens notamment engagent déjà des sommes qui sont équivalentes à plusieurs dizaines de pourcents de leur PIB. Ça, c'est colossal. C'est vraiment très, très important. Au-delà de ça, pour le moment, c'est clair que les États agissent sans compter. C'est d'ailleurs presque tous les ministres des Finances ont déclaré. Et donc, la notion de savoir où est-ce qu'on sera en termes de dette publique, de contraintes de financement, de capacité à financer, est quelque chose de très, très incertain. Les instituts économiques qui se prononcent sur la question nous disent que c'est difficile à dire. Le numérateur, le montant de la dette est probablement en train d'augmenter très vite. Le dénominateur, le PIB, lui, est probablement en train de chuter assez rapidement. Il y a la perspective qu'après le déconfinement, on peut avoir l'inverse, un rebond de consommation parce que les ménages ont été forcés à épargner pendant la période et que ce rebond de consommation a un potentiel fiscal, donc des rentrées en TVA, en taxes sur les sociétés, qui pourraient venir un petit peu atténuer l'impression de chute libre qu'on a pour le moment, mais finalement, on ne sait pas très bien dans quelles circonstances ça va avoir lieu, on ne sait pas très bien dans quelle économie les ménages d'ici 1 mois, 2 mois vont pouvoir recommencer à dépenser leur argent. Et le déconfinement n'est clairement pas quelque chose qui va être de l'ordre de... On est passé de on à off sur le confinement, mais on ne passera clairement pas de off à on dans l'autre sens en un jour comme on a fait pour l'entrée en période de confinement. Donc tout ça fait qu'il y a clairement une très grosse incertitude sur les capacités de financement en sortie de crise. Et là encore, le papier qu'on a publié ne cherche pas à résoudre ce problème-là à l'avance, dit simplement dans l'espoir qu'à un moment on se pose cette question, et si à ce moment-là il y a des capacités de financement importantes du côté des États, autant ne pas oublier les questions climatiques. Si par contre il n'y a aucune capacité de financement, le papier qu'on a publié ne servira probablement pas ce coup-ci. Il faudra attendre la prochaine crise ou la prochaine occurrence pour se positionner sur le sujet, mais on aura quand même essayé de présenter quelque chose. Donc là-dessus, on n'a pas de solution emboîtée aujourd'hui dans nos positions. Oui, je suis d'accord avec ce que disait Adrien. C'est s'il y a des capacités de financement.
S'il y a un plan de relance, nous, on pense que voilà ce qu'il faudrait pour le climat, mais on n'est même pas sûr. À vrai dire, là, on voit que l'État français a annoncé 110 milliards, que la dette va atteindre 115% du PIB. Et il y a une allocution d'Emmanuel Macron au Financial Times qui était assez intéressante à ce sujet. Il disait « Il y aura sans doute un plan de relance, rien de certain, mais une indication, mais ça ne peut se faire qu'au niveau européen. » Et donc voilà, c'est quelque chose d'assez fort, c'est que si c'est… Alors qu'est-ce que ça veut dire au niveau européen? C'est encore pas complètement clair, mais ça veut dire que ce ne sera pas l'État français tout seul sur ses données propres, à minima sans un soutien de la BCE. Voilà, on est encore dans cette incertitude. On sait que l'éventualité d'un plan de relance est étudiée en interne. Il n'y aura aucune communication dessus parce que l'urgence, de toute façon, reste le sanitaire, bien sûr. Peut-être qu'il y aura des choses en septembre, peut-être pas, c'est étudié. Et alors maintenant, une autre question. Dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie, il y a eu pas mal d'appels d'offres qui ont été lancés. Est-ce qu'on pense que ces appels d'offres ils vont être stoppés ou est-ce qu'ils vont être reportés? Comment est-ce qu'on peut un peu prendre la température de cette PPE? Il y a la programmation pluriannuelle de l'énergie, elle a comme effet de permettre à la Commission de régulation de l'énergie de passer des appels d'offres pour faire venir des nouvelles capacités, notamment des capacités électriques, sur le marché, donc en fait installer des équipements, notamment de production d'électricité renouvelable, donc des éoliennes, des panneaux solaires essentiellement. Ce calendrier, il est conçu pour permettre à la France d'atteindre ses objectifs nationaux qui sont aussi partagés au niveau européen. Donc, par exemple, le paquet énergie-climat de 3x20 en 2020 permettait de définir quelle était la trajectoire jusqu'à cette année. Et pour les 10 ans à venir, on a un engagement d'ici 2030 d'atteindre des niveaux de consommation d'énergie renouvelable plus importants. Donc, tout ça est articulé ensemble dans la programmation des pouvoirs publics. Alors aujourd'hui, il y a un constat, c'est que les chantiers qui sont en cours sur les projets d'énergie renouvelable sont presque tous à l'arrêt, essentiellement liés au fait que les entreprises qui doivent les mener n'ont pas les mesures en place pour permettre à leurs ouvriers de venir travailler dans des conditions sécurisées liées à la transmission des virus du virus et tout ce que ça peut impliquer. Donc ça, c'est une situation de très court terme, de blocage des chantiers, qui fait que la CRE a annoncé qu'elle suspendait certains appels d'offres, enfin que les nouveaux appels d'offres seraient programmés un peu plus tard, et que ceux pour lesquels il y avait des candidats éligibles en cours allaient être prolongés de façon à pouvoir soit clôturer les périodes de réponse aux appels d'offres dans de bonnes conditions, soit s'il y a des entreprises qui sont éligibles à des contrats attribués, mais qui ont des exigences de finir les chantiers avant une certaine date, ils ont droit à 3 mois, à 6 mois de plus pour finir les chantiers. Tout ça paraît de la bonne gestion, de la bonne logique. On est dans une période où c'est de toute façon impossible sur le terrain d'aborder les chantiers. Derrière ça, nous, ce qui nous inquiète, c'est qu'il y ait un report au calendrier grec des nouveaux équipements, dans la mesure où faire venir ces équipements à un coût, c'est un engagement des pouvoirs publics de rémunérer, sous forme d'un complément de rémunération, les projets qui entrent sur le marché électrique. Or, en ce moment, le marché électrique, il y a plutôt une baisse de la demande et donc en fait une surcapacité. Donc, les prix du marché sont très bas. Donc, le complément de rémunération que l'État doit mettre en place pour faire en sorte que ces projets arrivent devient de plus en plus important. Et tout ça se retrouve dans le budget de l'État comme un coût à financer. Donc, on a une inquiétude, c'est que ce soit la charge économique qui arrête maintenant les nouveaux projets, plus que les problématiques de chantier à traiter avec le Covid. Par rapport à ça, nous pensons que c'est absolument essentiel de maintenir les nouveaux projets. C'est un signal très important à donner à des investisseurs, à des constructeurs, à des équipementiers qui ont fait l'effort de construire, dans certains cas, des usines sur le territoire, dans d'autres cas, ont embauché du personnel, ont formé. Et donc, si on leur dit maintenant, désolé, on n'a plus d'argent public pour ces travaux, vous n'avez qu'à retourner à Pôle emploi, on est, je dirais, dans la situation d'un accident dont la filière ne va pas se remettre avant 5-6 ans. C'est ce qu'on a vu en 2008-2009 dans certains pays qui n'ont pas pu payer ces compléments de rémunération. On a complètement abandonné des nouveaux projets et donc ça a été des terrains morts pendant plusieurs années. Donc c'est ça qu'on veut éviter en priorité. Et dans la perspective d'un État qui cherche à limiter de toute façon la casse économique, ça a du sens de maintenir ces secteurs en activité, puisque s'il ne les maintient pas en activité, il les retrouve du côté des chômeurs et des allocations à prendre en charge. Donc, ce n'est pas, d'un point de vue de la gestion financière, ce sont des fausses économies que d'essayer de couper
les revenus de ces équipements, de ces projets-là. Je vous remercie. Maintenant, si on passe un peu plus au niveau européen, est-ce que vous pensez qu'une alliance en termes notamment de climat et d'environnement à la sortie de cette crise, est-ce que vous pensez que c'est plutôt utopique ou est-ce que ça peut devenir une réalité? La dichotomie utopie-réalité. On l'a vu sur la question des financements, la réponse, elle peut être, elle sera probablement européenne, sans doute européenne, si je reprends les mots du président. Donc la question des financements, c'est déjà une première étape importante. Après, il peut aussi y avoir des projets européens. On parle beaucoup d'un Airbus de l'énergie. Alors l'énergie, c'est large, mais il peut y avoir un Airbus, donc l'idée de recréer cette entreprise européenne qui a si bien fonctionné. Donc on parle d'Airbus, des batteries. Ça, c'est quelque chose sur lequel on pourrait avoir un savoir-faire européen. Pourquoi pas aussi au niveau des réseaux? Il y a des réflexions en cours sur est-ce qu'on peut avoir des réseaux plus européens, notamment pour les énergies renouvelables, puisque la variabilité d'un pays peut impacter les pays voisins. Donc, est-ce que, en termes de réseau électrique, ça peut vouloir dire des choses au niveau européen? Mais aussi pour les réseaux gaziers éventuellement. Donc, de façon ciblée, mon sentiment est qu'il peut y avoir des réponses européennes, mais pas pour tout. Bien sûr, il y a des choses qui sont beaucoup plus locales. La rénovation des bâtiments, c'est quelque chose de plus local. Donc voilà, il faut distinguer. Je pense que sur certains volets, sur la voiture, notamment et sur les batteries, il peut vraiment y avoir des choses à faire. Et sur les financements, bien sûr. Peut-être une autre manière de voir cette question-là, c'est de se demander s'il doit y avoir une alliance européenne sur ce sujet, de quelle nature est-ce qu'elle peut être et à quel niveau? Et clairement, il y a probablement, il y a quelque chose qui peut se jouer à 3 niveaux. Au niveau des États, au niveau des grands partis politiques et des grandes familles politiques, et puis au niveau de la compréhension qu'en ont les citoyens au quotidien dans leur lecture de ce qui se passe en Europe. Au niveau des États, c'est assez difficile parce qu'aujourd'hui, les prises de position entre États sont très clivées par la notion de savoir comment va être financée la poursuite de l'activité économique après la crise, que ce soit dans le cadre de plans de sauvetage ou même simplement dans le cadre de la continuité des activités des pouvoirs publics. On sent bien que cette crise a quelque chose que c'est à la fois un peu la crise de trop et qu'en même temps, on ne voit pas comment les États arrivent à se mettre d'accord aujourd'hui. On a des scènes de Conseil européen qui dégénèrent sur des questions de soutien aux pays qui sont en très forte difficulté. Au niveau des familles politiques, il y a quelque chose un petit peu différent. Les partis européens qui portent ces sujets-là, notamment les alliances autour des partis verts, ont clairement progressé ces dernières années. Et il y a le sentiment, y compris de la part d'une partie on va dire de la droite européenne orientée sur les milieux économiques, que les enjeux de climat, c'est finalement un des derniers domaines dans lesquels l'Europe peut avoir un avantage compétitif majeur dans ce qui apparaît chez eux comme une grande priorité ou d'ouverture à l'international. Donc, s'il y a une alliance, elle doit forcément à un moment s'appuyer sur cette notion-là et puis passer par tous les cadres du spectre politique jusque dans des milieux où la notion de la priorité à ce type d'investissement et d'action est beaucoup plus partagée déjà aujourd'hui. Donc, il y a cette notion assez importante du côté des États. Du côté des citoyens, c'est encore différent. Il faut voir comment s'expriment un petit peu les envies des citoyens à la sortie de la crise. Mais s'il doit y avoir quelque chose dans cette alliance pour le climat au niveau européen, il y aura nécessairement quelque chose autour de la résilience, du fait que la lutte contre le changement climatique participe du renforcement contre les grandes crises auxquelles on fait face. Et quelque part, par rapport à la sidération qu'on a aujourd'hui de voir les systèmes de santé dépassés, les solidarités sur lesquelles on est habitué à compter s'effondrer. Et ça, comment est-ce que l'action climat peut répondre à cette demande-là? C'est vraiment tout l'enjeu pour que l'alliance se fasse aussi au niveau des citoyens. Donc il faut essayer de repérer quels seraient les termes de cette alliance. Aujourd'hui, on voit des gens prendre des positions autour de ça de façon encore un petit peu désorganisée, mais il peut très bien émerger des morceaux de consensus ou des pans de consensus qui porteraient ces sujets-là dans les agendas européens. Et finalement, la question était posée sur le versant optimiste. Est-ce qu'on peut avoir une alliance européenne pour le climat? J'ai envie de dire aussi attention au côté volet pessimiste, ou est-ce qu'on ne risque pas un recul européen sur le climat? Parce qu'on voit aussi qu'il y a beaucoup de travaux
de certains industriels pour dire est-ce qu'on ne pourrait pas rendre certaines régulations environnementales un peu moins contraignantes vu le contexte, notamment dans l'automobile, dans l'aérien et dans d'autres secteurs. Et là, il y a déjà une tension. Donc déjà, de ne pas reculer, ce serait déjà une forme de victoire. Après, si en plus, on peut avoir une alliance européenne qui va plus loin, c'est parfait. Oui, pour donner un peu le contexte aux participants, au niveau européen, donc on a eu ces réunions entre les 27 ou 26, où les représentants, en tout cas les finances de chaque pays se sont réunis, ont essayé de trouver une solution de relance économique en quelque sorte, et il y a eu des divisions assez profondes entre notamment des pays comme les Pays-Bas, l'Allemagne, qui refusent en quelque sorte d'aider sans condition les autres pays, comme ça a pu être le cas lors de la crise de 2008, et qui se sont posés un peu en garant de la santé économique de l'Europe, alors qu'on a d'un autre côté la France plutôt qui propose des solutions de mutualisation de la dette, ce genre de solutions, les obligations Corona également. Et puis on a également, comme vous l'avez mentionné, ces industriels qui essayent de s'immiscer un peu dans le débat et dire on va sortir de cette situation très mal, vous essayez encore de nous faire retomber la faute sur nous, vous allez nous remettre des réglementations environnementales. Nous, si vous voulez qu'on sauvegarde des emplois, il va falloir se calmer, il va falloir nous aider et attendre un peu, nous donner du temps. Donc il y a un peu ces deux forces qui sont dans le jeu actuellement et ça pose beaucoup de problèmes sur le climat et sur l'environnement. Exactement, et pour prendre un exemple très concret, dans le secteur automobile, il y a une norme européenne qui est passée qui dit que la moyenne des ventes des véhicules doit être inférieure ou égale à 95 grammes de CO2 par kilomètre. Alors, ce chiffre vous dit peut-être rien dans l'absolu, mais par exemple, en moyenne, en France, l'année dernière, il était de 110 grammes de CO2 par kilomètre. Donc, quand même significativement au-dessus de l'objectif pour cette année. Et les constructeurs qui ne respectent pas cet objectif payent une amende. Donc, certains constructeurs ont fait des efforts et ont aujourd'hui des voitures électriques ou hybrides qui se vendent. Et puis d'autres constructeurs ont pris du retard, disons, et aujourd'hui agitent le spectre de l'amende en disant « Attendez, on ne peut pas payer l'amende déjà qu'on a la crise qui nous étrangle ». Et donc, il y a tout ce jeu. Où est le pouvoir? Est-ce que le chantage à l'emploi va être très fort ou est-ce qu'au contraire l'État est en position de force et peut aussi mettre en valeur le fait que ceux qui ont fait des efforts dans le passé vont être récompensés aujourd'hui? C'est pas évident. Ça va être un vrai débat et on voit qu'il y a une vraie poussée. De même dans le secteur aérien, qui aujourd'hui, vous l'avez vu, il y a moins de 5% des vols, je crois, donc c'est vraiment une catastrophe pour le secteur aérien. Mais il y a quand même des formes d'aide pour les salariés et donc pour les entreprises avec le chômage partiel, mais quand même, c'est extrêmement dur. Et donc, le secteur aérien dit est-ce qu'on ne pourrait pas faire sauter certaines formes de taxes ou de régulation? Et c'est là où on voit qu'il y a vraiment une tension. Il faut faire attention entre les mesures de court terme, de sauvegarde, et les mesures à plus long terme, où là, si on fait sauter des régulations environnementales pour des années à venir, là, ça pose une vraie question sur, non seulement cette année, mais le long terme, et donc la trajectoire et la SNBC, la neutralité carbone. Entreprises qui prennent en quelque sorte cette justification du moment de la crise pour se dépatouiller de toutes ces mesures environnementales qu'on a essayé de leur imposer depuis des années et qui se placent un peu en opportunistes de cette situation. Voilà, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas les aider, hein, ce n'était pas mon propos, dans le sens où aider aujourd'hui les salariés d'Air France, je pense qu'il n'y a aucun débat là-dessus. Mais c'est ne pas reculer en mettant en place des mesures de long terme qui soient contre-productives. C'est de bien faire attention à l'aspect long terme des mesures qu'on met en place. Je vous remercie en tout cas pour ces réponses. Je propose qu'on passe à la deuxième partie de ce webinaire, donc la partie réponse aux questions des participants. Pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, vous avez un onglet questions-réponses juste en bas de l'écran qui vous permet de poser vos questions, également de voter pour celles que vous trouvez les plus pertinentes. Je vais commencer avec une question de Théophile. Pourquoi l'État continue de payer pour les énergies renouvelables électriques alors qu'elles ne permettent pas de réduire les émissions de CO2 en France? Alors, Quentin, est-ce que tu voudrais traiter de cette question électrique? Alors, c'est la vaste question en gros du nucléaire en France, je pense, si on prend le taureau par les cornes, avec l'idée que le nucléaire est une énergie bas carbone, que les énergies renouvelables aussi, mais que comme elles sont intermittentes, on a besoin de moyens pour gérer cette intermittence ou cette variabilité
selon la façon dont on l'appelle, et que là, ça va être des centrales à gaz qui sont appelées. Si j'ai bien... En général, cette question qu'on voit souvent apparaître, c'est sous cette forme. Et donc, ça pose la question frontalement du nucléaire. Alors là, il y a plusieurs réponses qui sont apportées. Bon, souvent, un des arguments contre le nucléaire, c'est quand même qu'il y a la question des déchets à long terme, qui pose la question de la durabilité, et il y a la question du risque. Est-ce qu'il y a vraiment risque? C'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, dans les arguments, c'est ça qui est posé. Et il y a quand même une troisième question qui est apparue récemment, c'est la question du coût. Parce qu'on a vu que dans le nucléaire, en France, je pense qu'il faut faire attention à distinguer le parc existant, les centrales installées qui atteignent aujourd'hui 40 ans et qui peuvent être prolongées, moyennant la somme au total revient à 100 milliards, donc ce n'est pas rien, mais ça reste moins cher que les énergies renouvelables. Et il faut distinguer le nouveau parc nucléaire, les EPR, qui eux, on a vu, sont pour l'instant très coûteux. Voilà, Flamanville, les 3 EPR qui ont été installés à Flamanville et ailleurs ont été extrêmement coûteux. Est-ce que c'est un effet tête de série? Alors, il y a des arguments là-dessus qui disent que l'effet tête de série serait 30% supérieur au coût qu'on atteindrait. J'ai vu passer un papier de recherche là-dessus récemment. Alors, sur les déchets, je pense qu'il n'y a pas trop de questions. Sur le risque, on peut en débattre. Alors, depuis Fukushima, il y a l'idée que le risque, en tout cas l'imprévisible, est possible, mais quand même, les centrales sont relativement sûres. Et il y a la question du coût qui aujourd'hui est vraiment nouvelle. Il y a donc on voit que le coût des réacteurs augmente d'un côté, le coût des EPR, et de l'autre côté, le coût des renouvelables diminue. Et quand je dis renouvelable, c'est à la fois le moyen de production, mais aussi les batteries qui permettent de stocker. Et donc la question, c'est est-ce que ces deux courbes vont se croiser et quand? Alors il y a beaucoup de travaux de recherche, il y a beaucoup d'encre qui coule, et je ne dirais pas qu'il y a un consensus de la recherche. Mais il y a quand même des travaux assez solides. Je vais citer l'ADEME, l'Agence nationale de la recherche, qui dit que finalement, l'EPR ne serait pas forcément rentable à l'horizon 2050, et quand on installe un EPR, c'est pour 50, 60 ans. Donc, ce n'est pas sûr qu'installer un EPR, ce soit moins cher. Et ça émet pas forcément beaucoup plus de CO2. Alors, c'est des débats complexes et je ne voudrais pas qu'on parle que de nucléaire. Voilà. Et après, il y a la question de prolonger le parc existant, de le prolonger pour 20 ans. Et là, je pense que la majorité des travaux montrent qu'il faut prolonger une partie du parc, enfin, d'un point de vue coût-bénéfice en tout cas. Après, on peut débattre, mais pas forcément tout le parc. Ça, même d'un point de vue coût, fermer une dizaine de réacteurs, par exemple, ce ne serait pas complètement absurde, parce qu'on risque sinon d'avoir une sorte de surproduction d'électricité. Et après, au-delà du coût, il peut y avoir la question des déchets. Alors, on ne peut pas fermer tous les réacteurs à 40 ans, parce qu'on n'arriverait pas à installer les énergies renouvelables assez rapidement. Donc, dans tous les cas, il y a une forme d'équilibre. Combien de réacteurs il faut prolonger? C'est un peu ça la question. Voilà. J'espère que ça a répondu grosso modo dans le panorama. Après, on sait qu'il peut y avoir des positions assez fortes en France, mais je pense que j'ai donné les grands éléments en distinguant le nucléaire existant et le nouveau nucléaire, et le fait qu'il y a les coûts qui baissent d'un côté, et que l'intermittence ou la variabilité, on pense pouvoir la gérer à un coût relativement abordable en 2050, et un coût même pas plus élevé qu'aujourd'hui. Je vous remercie. Désormais, une question d'Arthur. Quel avis avez-vous sur le plan de relance des 20 milliards votés à l'Assemblée vendredi dernier, qui n'oblige pas les entreprises soutenues financièrement par l'État à des contreparties pour orienter leur politique vers des investissements plus durables? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Est-ce qu'on a fait une grosse bêtise avec ça ou pas du tout? Rien. Peut-être plusieurs observations là-dessus. D'une part, 20 milliards d'euros, c'est encore peu par rapport au montant dont on parle dans cette crise. Donc, imaginez, en tout cas, que c'est à cause de ça qu'on a perdu la bataille sur le climat. Je pense que c'est un peu exagéré. On a clairement, ce sont des montants qui vont devoir être renouvelés plusieurs fois dans l'année qui va venir si on veut être à la hauteur des problèmes que les entreprises sont en train d'avoir. Deuxièmement, il ne faut pas, je pense, se méprendre sur la situation dans laquelle l'État se trouve lorsqu'une entreprise vient en quête d'un sauvetage. Aujourd'hui, on a l'impression, on pourrait penser qu'on est dans une situation de négociation où l'État peut choisir de laisser tomber l'entreprise et donc peut exiger d'elle toutes sortes de nouvelles orientations, y compris en matière de durabilité.
En réalité, l'entreprise est finalement dans une situation aussi de faire le chantage aux emplois à l'État, et dans le cas d'entreprises très emblématiques qui portent des logos ou des marques que tout le monde connaît, déclarer dans la foulée de ce genre de vote que l'État ne les a pas sauvés ou les a mis sur la touche peut être finalement très dommageable pour les pouvoirs publics qui sont sous les feux de la rampe aujourd'hui. Et puis, c'est une chose de dire l'entreprise doit respecter des engagements de durabilité ambitieux, mais c'est une autre chose d'essayer de voir exactement de quoi va-t-il s'agir finalement, qu'est-ce qui va être mis en place dans une entreprise qui a pris ce type d'engagement. Alors, on observe que dans les négociations climatiques internationales, le symbolique a aussi un pouvoir. Donc, une entreprise qui dit même symboliquement j'adopte une trajectoire conforme à la neutralité carbone, ça vaut quelque chose, ça n'est pas complètement rien. Mais il y a certaines entreprises et certains secteurs pour lesquels les trajectoires réelles sont finalement assez difficiles à établir. Dans le cas de l'aérien, par exemple, qui est un sujet particulièrement tendu et dans lequel on a une entreprise nationale emblématique avec un logo et une marque que tout le monde connaît, quelle est vraiment la trajectoire ambitieuse d'une entreprise comme celle-là pour lutter contre le changement climatique ? Est-ce que c'est de dire que son business plan à elle, c'est de diviser par 3 le nombre de passagers qui vont voler dans les avions d'ici 2050, ce qui paraît à peu près aujourd'hui cohérent avec le fait d'atteindre les objectifs environnementaux? Est-ce qu'une entreprise de ce type-là peut s'engager sur un plan de ce type-là? Ou est-ce qu'elle doit finalement faire ce qu'elle a déjà annoncé dans le cadre de la fédération plus large des compagnies aériennes, c'est-à-dire des trajectoires de compensation de ces émissions au-delà d'un certain niveau? Et ça, finalement, c'est déjà ce qui est dans le tuyau. Donc, en fait, il y a des secteurs, on va dire, où c'est finalement pas si facile que ça d'identifier quelle est la bonne trajectoire. Du coup, ce que j'ai compris, moi, des derniers échanges, mais peut-être je retarde encore d'une couche, c'est que là où il y a conditionnalité environnementale, l'État charge le Haut Conseil pour le climat de l'éclairer un peu plus précisément sur ce que ça voulait dire en termes de méthode. Qu'est-ce que c'est que d'exiger une contrepartie environnementale d'une entreprise? Est-ce que c'est un document signé du PDG qui dit « oui, en 2050, je serai neutre en carbone » Est-ce que c'est un alignement plus précis dans les investissements avec des achats d'équipements qui sont compétitifs là-dessus? Quand on voit le prix auquel est facturé aujourd'hui le kérosène aux compagnies, quelle compagnie qui déclare vouloir faire voler, par exemple, des avions électriques a une chance de vendre des billets sur le marché? Donc, tant qu'il n'y a pas des mesures complémentaires prises autour de ça pour que les entreprises qui continuent d'utiliser des fossiles, elles, soient mises complètement hors jeu, on se doute que la stratégie va rester une très belle stratégie peut-être, mais un petit peu une lettre morte. Donc voilà comment on peut essayer d'envisager cette question aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup de niveaux différents et il n'est pas certain qu'on puisse obtenir à court terme aujourd'hui des engagements qui soient vraiment significatifs dans des secteurs où les vents économiques ne sont pas favorables aux transitions actuellement. Oui, c'est vrai que c'est une question qui a fait un peu de bruit. Et il y avait 2 amendements qui ont été proposés sur cette histoire des 20 milliards. Il y a eu l'amendement qui a été adopté finalement, qui proposait d'avoir un avis sur la RSE, de renforcer un peu la RSE de ces entreprises, et un amendement plus ambitieux porté par... Donc c'était Bérangère Abba qui a porté l'amendement. Et il y a Mathieu Orphelin qui a porté un amendement qui était plus ambitieux, qui disait il faut que ces entreprises expliquent en quoi elles vont s'aligner avec l'accord de Paris. Et je rejoins Adrien, il y a quand même une difficulté qui est comment on mesure l'alignement avec l'accord de Paris. C'est une question qui est extrêmement compliquée. Et il nous paraît aujourd'hui impossible d'avoir une métrique qui dit voilà comment on s'aligne. En plus du contexte qui est difficile pour ces entreprises. Donc je pense que c'est toutes ces forces qui ont joué pour aboutir à ça. Après, je ne dirais pas que c'est un plan de relance de 20 milliards. Je pense que justement, on est plutôt dans la phase de sauvegarde, dans l'urgence. C'est un plan d'urgence de 20 milliards. Après, il va y avoir la question du plan de relance qui, elle, ne doit pas inclure des choses à long terme. Mais si c'est un plan de sauvegarde pour vraiment protéger juste les salariés d'Air France, ça n'insulte pas l'avenir. Ça laisse vraiment la possibilité de faire des efforts plus tard pour faire des avions soit qui volent moins, soit plus bas carbone. Et une autre chose que je voudrais dire, c'est que sur ces entreprises, je pense que c'est important, on parle souvent des entreprises polluantes, mais il y a vraiment 2 types d'entreprises différentes, je pense. Il y a celles comme l'automobile, où il peut y avoir une transition, et on le voit bien, il peut y avoir des voitures électriques, si possible des petits véhicules électriques légers, parce que si on en fait des gros, on n'aura pas gagné tant que ça.
Et il y a les entreprises qui, elles, ont peu d'alternatives. Et là, je pense à l'aviation, je pense au tourisme international. Et là, la question, elle est très différente. Donc, la question, c'est comment ces entreprises peuvent faire une forme de sobriété carbone. Et elle est beaucoup plus difficile, cette question, politiquement et techniquement. Je vous remercie pour votre réponse. On passe à une question de Nastasia. On parle souvent des industries polluantes, mais peu ou insuffisamment de l'empreinte carbone des banques. Comment est-ce qu'on pourrait les contraindre en quelque sorte à investir dans des projets qui soient plus durables et quel rôle peuvent-elles jouer dans la transition écologique? Adrien? Comment peut-on contraindre les banques à investir? Ça dépend dans quel cadre vous opérez. Si vous opérez dans le cadre actuel, la plupart des banques investissent là où elles ont l'impression d'y trouver des retours, confortés généralement par une vision historique qui leur dit « vous avez investi dans ces secteurs-là dans le passé, vous avez eu des retours sur investissement, je veux dire. » Donc dans cette logique-là, ce n'est pas très difficile. Il faut, on va dire, tordre le bras de la rentabilité des énergies fossiles et booster un petit peu celle de toutes les alternatives, efficacité énergétique, renouvelable, nucléaire, si on veut en remettre un petit peu dans le mix. Et vous devriez voir les banques se diriger naturellement vers ce type d'opération, confortées par l'idée qu'on a fait la clé de bras et que le fossile est maintenant hors jeu. Ça, dans la stratégie nationale bas carbone, ça s'appelle la composante carbone du prix des énergies fossiles. C'est le signal envoyé à tous les entrepreneurs et tous les banquiers que désormais polluer coûte cher et que du coup, celui qui pollue moins aura probablement un avantage compétitif. Donc, le problème, c'est que ce type de mesure-là a du mal à se déployer et que les prix du carbone auxquels on est prêt à s'exposer aujourd'hui, que ce soit sur les marchés du carbone pour la partie industrielle ou sur les taxes pour la partie dédiée aux particuliers, ne sont pas du niveau qu'il faudrait pour rediriger réellement les investissements. Du coup, on est sur un jeu un petit peu faussé où la banque a un vent économique, un conseiller économique qui lui souffle dans une oreille. Vous avez quand même intérêt à en remettre un petit peu sur les pétroliers parce qu'ils ont l'air de faire des profits. Et de l'autre côté, une oreille qui lui dit « mais vous avez une stratégie et puis une taxonomie européenne que vous êtes censé appliquer qui vous dira, etc. » Donc, on est obligé de trouver des instruments un petit peu à mi-chemin. D'une part, en obligeant les banques à rapporter de plus en plus ce qu'elles font en matière de climat et ce qu'elles font en matière de fossiles. Donc, il y a tout un travail avec un volet légal, mais un volet aussi animé par les organisations non gouvernementales pour faire remonter l'information et utiliser le pouvoir de pression des campagnes d'opinion, etc., pour montrer que les actions de certaines banques sont plus critiquables et donc essayer d'en détourner le courage de ces côtés, d'investir de ce côté-là. Et puis, de l'autre, il y a le fait d'avoir des nomenclatures, donc c'est le cas de la taxonomie, qui décrit plus précisément ce que c'est qu'un investissement favorable ou défavorable et d'obliger les entreprises et les banques à rapporter le long de ces lignes-là. Donc, on est encore loin là-dessus de pouvoir appliquer une contrainte uniforme, d'autant plus que ça vient interférer avec le mandat qu'on donne au banquier quand on lui confie son argent, qui est d'en faire la meilleure gestion, de le placer de façon sécure dans des projets qui rapportent. Donc, si d'un côté, on exige d'investir, mais que de l'autre côté, il y a des projets qui ne rapportent pas ou qui sont défavorisés par rapport à leurs concurrents, on va vers un problème de casse économique, de perte. Donc, il faut conforter simultanément les perspectives économiques des projets et l'obligation ou l'incitation des acteurs bancaires à se tourner vers ça. Oui, je suis d'accord, il y a les deux volets. Il y a au niveau du porteur du projet, du consommateur final. Il faut rendre le projet rentable parce que les banques financent des projets. Donc, si vous rendez les projets rentables, les gens vont y aller. Donc, il y a la composante carbone de la taxe. Il y a aussi tout ce qui est subvention. Et donc, c'est de ça qu'on parle finalement. Si vous subventionnez certains projets, d'un coup, ils deviennent rentables. Et puis, il y a la question des normes. Finalement, si vous obligez les constructeurs automobiles à produire des véhicules propres, ils vont emprunter pour produire des véhicules propres. Donc, il y a ça. Et il y a tout l'aspect régulateur, où là aussi, il y a beaucoup de travaux en cours sur est-ce qu'on ne peut pas encourager finalement ceux qui respectent cette taxonomie européenne. Si vous prêtez de l'argent pour des projets européens, est-ce qu'on ne pourrait pas voir comment, soit par la Banque centrale, soit d'autres façons, vous encourager? Et là, il y a beaucoup de travaux là-dessus. Alors, sachant que, comme le disait Adrien, les banques, elles sont aussi là pour... il faut qu'elles soient solides, qu'elles soient stables. Donc, on ne peut pas faire sauter toutes les régulations, même pour du vert.
il faut garder des matelas de sécurité, des réserves de change, etc. Mais il y a quand même peut-être des choses qu'on peut faire. Savoir aussi qu'à terme, ça va sûrement être amené à évoluer, les investissements qui sont réalisés par les banques et les groupes d'investissement en tant que tels. Donc, il y a un rapport qui a été publié par justement un grand cabinet, j'ai plus le nom, mais je pourrais le mettre sur la page, qui a indiqué qu'au niveau des entreprises qui étaient cotées en bourse, les entreprises qui ont des engagements assez importants au niveau sociétal et environnemental, en fait, elles ont tendance à avoir des performances qui sont meilleures et elles résistent mieux au choc, en tout cas d'un point de vue économique et comme on peut le voir aujourd'hui avec la crise sanitaire. Donc peut-être qu'à force de recevoir un peu ces signaux du marché, ça va peut-être donner un peu cette impulsion qui manquait aussi aux banques et aux investisseurs en tant que tels. Alors là, c'est plus large que le plan de relance, mais sur tout ce qui est dérèglement climatique, il y a une énorme question qui est comment on prend en compte ce risque climatique. Et en fait, c'est extrêmement compliqué parce qu'on est dans un risque qui n'est pas du tout probabilisable. Et donc, on est dans de l'incertitude radicale ou de l'incertitude profonde. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à le probabiliser qu'il ne faut pas le prendre en compte. Parce que si on ne le prend pas en compte, finalement, c'est comme si on lui donnait la probabilité de 0. Donc, ce n'est pas non plus une approximation satisfaisante. Après, comment on fait? Là, il y a beaucoup de travaux qui émergent, qui consistent par exemple à étudier plein de scénarios et puis à regarder non pas quel est le scénario sur lequel ça se passerait super bien, donc quel serait un optimum, mais plutôt quelle serait la stratégie qui, dans à peu près tous les scénarios, se comporte pas trop mal. Donc on n'aurait jamais le rendement maximum, mais on n'aurait jamais non plus un rendement ou un retour sur les actifs qui soit extrêmement faible. Là, il y a vraiment la question de la robustesse des trajectoires et la prise en compte d'un risque climat qui est difficile à quantifier. Donc là, il y a des travaux dessus qui sont en train d'être menés, y compris avec les régulateurs, parce que ça peut être le rôle du régulateur de dire attention, nous souhaitons que vous preniez en compte ce risque climat, vous banques, parce que ça impacte aussi les montants de réserve que vous avez besoin d'avoir chez vous. Et donc là, c'est des travaux qui sont menés notamment dans notre institut, mais plus par l'équipe finance. Alors, désormais une question de Claire. Pourquoi le gouvernement semble-t-il davantage prêt à soutenir financièrement le secteur de l'aviation plutôt que de se concentrer sur une stratégie de redynamisation du secteur ferroviaire? Secteur que vous avez d'ailleurs mentionné dans votre rapport et qui sont portés quand même assez d'importance dans la relance. Il y a peut-être plusieurs pistes pour répondre à ça. La première, c'est de considérer les efforts comparés actuels des pouvoirs publics pour le secteur ferroviaire et pour l'aviation. Ils sont très nettement, si on les mesure en euros dépensés sur chacun de ces secteurs, très favorables au ferroviaire. L'État dépense déjà aujourd'hui des sommes assez importantes sur ce secteur. Et je comprends que votre question, elle n'est pas sur l'activité actuelle, mais sur le potentiel de ce secteur, surtout en lien avec l'action climatique, de se dire que ce serait quand même plus intéressant d'aller mettre quelques milliards d'euros en plus du côté de l'extension, de la régénération du réseau, de l'augmentation de la capacité d'emport, etc. Et là-dessus, on vous rejoint complètement. C'est pour ça que dans le papier qu'on a présenté, on était plutôt favorable à ce que les investissements déjà programmés aujourd'hui dans le secteur ferroviaire soient maintenus, que d'autres soient reprogrammés en plus de ceux qui sont déjà engagés aujourd'hui. Et on est en train de constituer pour une prochaine version probablement une lecture encore un peu plus ambitieuse de ce qu'on pourrait faire sur ce secteur-là, notamment du côté du fret ferroviaire qui est assez mal traité, en deux mots, pas en un mot mal traité, mais juste peu traité dans la stratégie nationale bas carbone. Il y a quelque chose d'autre qui est intéressant de noter. Alors peut-être que c'est un phénomène qui ne va pas rester très longtemps, mais dans les premières semaines du mois d'avril, on a vu passer quelques informations du côté des analystes économiques et financiers qui disaient finalement le secteur ferroviaire européen n'a pas de si mauvaise perspective dans l'année qui vient, puisque avec tous les avions cloués au sol et des restrictions de voyage très très nettes pour le tourisme en 2020-2021, il est probable que ce soit en train que la plupart des gens cherchent à se déplacer dans les prochains mois. Et donc, au-delà du confinement qui, pour le moment, cloue les trains de voyageurs dans les gares, pas les trains de marchandises d'ailleurs, qui continuent de circuler assez bien, c'est un secteur qui a de pas si mauvaises perspectives. Et si vous regardez les annonces du côté de la SNCF, par exemple, les premières semaines de la crise, ils déclaraient d'avoir assez peu de problèmes à se financer en bons de trésorerie pour pouvoir couvrir leurs charges, leurs salaires pendant cette année. Alors
Alors, ça ne va peut-être pas durer. Il y a aussi des parties de leurs investissements qui sont remis en question par le fait qu'ils avaient déjà passé quelques années assez mauvaises à la SNCF l'an dernier avec des grèves importantes et donc des rentrées d'argent qui n'ont pas eu lieu. Mais finalement, au niveau européen, en tout cas, le son de cloche qu'on entend du côté d'une partie des investisseurs, c'est de dire c'est un secteur qui a des perspectives. Alors que l'aérien, finalement, là, les perspectives sont totalement anéanties par le Covid. Donc, c'est intéressant parce que vous voyez qu'on n'est pas comme sur un système où ces secteurs ont des probabilités équivalentes ou des perceptions équivalentes et que l'État vient en sauver un et pas l'autre. Il y a aussi des perceptions qui sont jouées du côté des investisseurs et plus généralement des populations, de se dire quel va être le moyen de transport que je vais favoriser cette année pour mes besoins de déplacement, pour mes voyages, pour mes vacances. Et là-dessus, le train s'en ressort avec un narratif un petit peu conforté. Donc, ce qui va être intéressant dans les prochains mois, c'est de voir, avec du recul, parce qu'aujourd'hui, on a des signaux qui sont de très court terme, hein, quels secteurs sortent confortés de la phase de crise, avec de nouvelles perspectives, lesquels, au contraire, sortent terriblement discrédités. Ça peut jouer en faveur du climat, ça peut aussi jouer en défaveur du climat. Je pense que sur les transports en commun urbains, par exemple, on va avoir une année avec une assez mauvaise fréquentation. Même au-delà de la période de confinement, ça va être très compliqué de se déplacer en métro, en tramway, dans les grandes villes. Nous allons passer à une question d'Antoine. Lyon, on le sait, a récemment choisi BlackRock pour la conseiller. BlackRock, pour situer un petit peu, c'est un gros investisseur, en tout cas dans les énergies fossiles. Et on a moins d'1% de ses actifs qui sont dans des investissements socialement responsables, en tout cas. Est-ce que vous pensez qu'on peut contester ce choix? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec les choix qui sont faits en France? Pour ma part, je n'ai pas spécialement d'avis. Je n'ai pas suivi cette actualité. Alors, je comprends bien le sens de la question. Après, il faudrait que je me renseigne un peu pour pouvoir répondre. Oui, pareillement, sans connaître exactement le cadre dans lequel cette annonce est faite, c'est difficile de se positionner. On peut quand même dire que de manière générale, il faut effectivement écouter des voix diversifiées quand on se fait conseiller en matière de choix environnementaux, qu'il y a peu de voix qui n'ont pas des agendas à constituer derrière. Et l'UE dans son ensemble est une machine qui fait appel à des conseillers, des considérations très très variées. Donc, je crois que l'important, c'est de voir où sont les points d'entrée de ces différents acteurs dans l'agenda et comment ils peuvent faire valoir leurs propositions là-dedans. Mais sur ce point-là, sans connaître plus, pareil, pas d'éléments de réponse. Vraiment, je vous remercie. Passe à une question de David. Dans votre étude, vous proposez de séquencer les obligations de rénovation pour les logements privés. Pouvez-vous préciser comment ces obligations pourraient s'organiser concrètement à l'échelle de l'État ou des villes et pourrait-on les envisager hors transactions immobilières? Alors, pour cette question, on est parti des articles qui ont été adoptés dans la loi énergie-climat en dernier et qui mettent déjà une exigence de rénovation jusqu'en 2020, qui court jusqu'à 2028 pour les logements les moins performants sur le plan énergétique et qui s'attaque surtout à la mise en location sur le marché locatif, puisqu'on sait qu'une grande partie de ces logements-là sont sur le marché locatif. On a essayé de reprendre cette question-là effectivement en y mettant un petit peu du concret et en constatant qu'aujourd'hui, le principal frein sur les objectifs concernant la rénovation, c'est que la filière qui est la plus pertinente pour le climat et l'énergie, c'est ce qu'on appelle la filière de rénovation globale. Nous, on associe à ce qu'on appelle aussi le label bâtiment basse consommation, donc des niveaux de consommation après travaux qui sont assez faibles, de l'ordre du quart de ce qu'un bâtiment en moyenne consomme aujourd'hui. Et donc, dans cette perspective-là, on aimerait bien que cette filière-là devienne la filière dominante par le biais des incitations et probablement des obligations. Or, aujourd'hui, elle est limitée à une très très faible activité. Quelques milliers de travaux sont réalisés sur ce modèle-là chaque année, mais pour être dans les clous des objectifs, il faudrait plutôt viser des dizaines, voire des centaines de milliers d'opérations chaque année. Donc, il faut vraiment changer d'échelle. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a déjà quelques territoires qui expérimentent le fait d'avoir des offres à destination des particuliers qui proposent cette rénovation globale.
Et ce qu'on pourrait imaginer dans les prochaines années, avant de passer à un échelon national, c'est que certains territoires passent de manière volontaire l'obligation de rénovation sur des quartiers, sur des ensembles. On sait déjà que, par exemple, sur la rénovation urbaine en général, il y a des dispositifs légaux qui permettent de programmer sur certaines zones la résorption des îlots insalubres, le renouvellement des équipements. Donc, c'est possible pour des collectivités qui souhaitent entreprendre des travaux de ce type-là de déclarer certaines zones comme des zones à rénovation obligatoire, en échange de quoi elles ont une offre technique, financière, accompagnée à proposer aux propriétaires qui sont dans cette zone. Évidemment, on ne peut pas juste obliger les ménages à appeler l'artisan du coin et espérer que de ça sorte une rénovation basse consommation. Aujourd'hui, ça ne se fait pas comme ça. Donc voilà, dans un premier temps, on imagine que ce sera plutôt groupé autour d'opérations de ce type-là, volontaires et volontaristes. Ensuite, si cette filière de rénovation, par les incitations et par ses premières obligations, aboutit à un niveau de travaux, un nombre, un seuil de travaux réalisés chaque année qui commence à devenir conséquent, de l'ordre de 50, 60, 70 000 rénovations par an, alors ça change complètement la donne. Ça devient le modèle qu'on peut exiger de toute rénovation ambitieuse dans le pays. Ça devient ce modèle. Et alors, on propose d'étendre cette obligation aux transactions immobilières parce que c'est un moment qui nous paraît très opportun. Généralement, l'acquéreur d'un logement se lance dans des projets de travaux d'agrandissement, de réaménagement, de modernisation, de mise aux normes, et il collecte un financement important au moment de l'acquisition. Et donc, ça nous paraît être un moment opportun pour financer des travaux d'économie d'énergie sur le modèle des bâtiments basse consommation. Voilà, donc finalement, dans votre question, on retrouvait des éléments de ce qu'on a imaginé aussi. À première vue et à court terme, plutôt des obligations ponctuelles, volontaristes, testées sur des opérations de type amélioration de l'habitat ou des quartiers bien spécifiques. Et à terme, transactions immobilières et peut-être vers la fin de la décennie 2028 ou 2030, une obligation un peu on va dire, voiture-balai pour tous les logements qui n'auraient pas fait l'objet de transactions de rentrer dans ce modèle-là. Très bien, je vous remercie pour cette réponse. Enfin, une dernière question que j'aurais pour vous. Est-ce que vous auriez un podcast ou une lecture à conseiller aux participants? Beaucoup. Dans les économistes que j'aime beaucoup, il y a Krugman, qui a été prix Nobel d'économie, plutôt hétérodoxe, et qui est, je trouve, vraiment un excellent vulgarisateur. Ses livres, lire un de ses livres, c'est mieux qu'un cours d'économie, souvent. Et donc, je recommanderais un de ses livres. Alors, n'importe lequel, parce qu'ils sont vraiment tous bien, mais peut-être plus spécifiquement, Pourquoi les crises reviennent toujours, qui me semble approprié, en tout cas pour le titre. Je pense que ce livre de Krugman est vraiment une bonne chose. Après, sinon, il y a tellement de contenu, je pense que c'est peut-être l'occasion de revoir le film The Big Short sur la crise financière. C'est peut-être l'occasion de lire Alternative économique, dont le titre vient quand même du fait de la phrase de Margaret Thatcher, « There is no alternative ». Et là, on voit quand même qu'on est dans un bouleversement des valeurs, des outils économiques. Et donc, voilà, c'est le genre de lecture que je pourrais recommander. Je vous remercie. Adrien, peut-être une recommandation? En ce qui me concerne, c'est beaucoup plus sobre. Pour rester bien informé sur les effets économiques de la crise en France, je conseille les policy briefs de l'OFCE. Ils sont vraiment de bonnes références, bien expliquées et très en lien avec les cadres de la macroéconomie. Donc, une manière de garder un peu le recul sur ce qui est en train de se passer et l'ordre de grandeur des nombres, c'est vraiment là qu'on peut le trouver. Voilà, donc, recommandation pour avoir une information de qualité en période de crise. Bien, je vous remercie en tout cas. Je pense qu'on va pouvoir clôturer ce 6e épisode. J'espère qu'il vous aura permis de mieux appréhender la situation actuelle et surtout la réponse qui peut y être apportée. Je vous remercie Monsieur Perrier et Monsieur Hainaut pour cet échange et surtout votre contribution au monde d'après. Je remercie également les participants pour leurs questions et leur participation. On se retrouve mercredi avec un 7e épisode où là donc, on va pouvoir accueillir Marine Denis qui est avocate et surtout porte-parole de notre affaire à tous. Et cette fois-ci, on va pouvoir aborder la question du droit de l'environnement. Comment est-ce qu'on peut prévenir ce type de crise sanitaire? Quel est l'état actuel du droit de l'environnement? Et d'autres questions que je vous laisserai découvrir avec nous.
Donc, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt dans la Pensée l'après. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.